en tant que musulman, on peut voir que dans le Coran, il y a des solutions et des remèdes à beaucoup de problématiques. Mais comme les médicaments, vous ne prenez pas n'importe quel médicament quand vous n'allez pas bien. Et vous ne les prenez pas n'importe comment. Vous voyez? Donc, l'exemple de la patience, il faut que tu patientes. Il y a des gens à qui ça les rend dingues d'entendre ça. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. C'est-à-dire que les gens se disent non, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Et quand ils sont au pied du mur, ben, ils se disent ok, ben, ils viennent vous voir comme un sauveur, il faut que vous régliez mon problème. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum Ali. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je suis très honoré. Ah, merci à vous. Merci à vous pour d'avoir pensé à moi, les Havdak. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, Ali Habibi, je suis thérapeute de couple et de famille. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez d'autres questions pour peut-être préciser la présentation. Mais Pour ton âge, comment vous vous présentez d'habitude quand on vous demande ça? bah, je donne juste mon prénom et mon nom, en fait, et je m'arrête là. Après, j'attends qu'on me questionne pour préciser toujours. Je suis dans le soin de l'économie de parole, ce qui fait que je donne ce qu'on me demande pour Ok, éviter de trop ok. voilà, de m'évader trop dans des propos. Mais sinon, bah, pour là, j'ai 36 ans. Je suis né en France, je suis d'origine marocaine de mes deux parents. Ok. Voilà. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de votre parcours dans les grandes lignes? Alors, c'est un peu particulier le parcours. On a un peu de temps ou il faut le faire Oui, rapidement? t'as le temps, t'inquiète pas. Très bien. Alors globalement, au niveau du parcours scolaire, hein, vous entendez, c'est ça? Du parcours, les grandes lignes de votre parcours scolaire et professionnel jusqu'à maintenant. Ok. Alors, au niveau scolaire, après le bac, j'ai eu un bac pro commerce. J'ai fait un bac pro commerce. Après ce bac pro, j'ai voulu faire, justement, j'ai voulu aller à la fac. J'ai fait plusieurs années de fac dans différentes matières, Mhm. notamment en histoire, puis en physique, maths, puis en langue. Et donc, je me cherchais pas mal. Je suis tellement resté à la fac qu'on m'a interdit de fac pendant 3 ans. Ah bon? J'ai trouvé ma voie, oui, parce que j'avais fait trop de première année dans différentes matières. Et je connaissais pas cette loi à l'époque. C'est quoi la Et limite? donc, comment? C'est quoi la limite Alors, je crois que c'était au bout de 4 années ou de 5 années. Je sais plus c'était combien, mais en tout cas, quand j'ai voulu m'inscrire en psycho, justement, au moment où j'avais trouvé un peu ma voie, on m'a interdit à ce moment-là. Et, euh, et donc, pendant 3 ans, je ne pouvais pas m'inscrire à la faculté. Donc, je me suis inscrit dans différentes écoles privées. Donc, c'était un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de me former justement en thérapie de couple et en sexologie à ce moment-là. Mhm. Ça a duré 2 ans et demi, 3 ans, cette formation. Mhm. Et puis, je suis retourné après à la fac et c'est là où on me dit que je n'avais pas à attendre ces 3 années-là parce que c'était une loi qui ne s'appliquait jamais, en fait. Et que le doyen j'aurais pu demander au doyen une intervention pour me permettre de revenir. Mais bon, il n'y avait pas de regret puisque je m'étais formé en parallèle, quoi. J'avais trouvé un peu ce que je voulais. En dehors de la Euh, faculté. Oui, en dehors de la faculté, donc j'ai fait des écoles privées en thérapie de couple, puis en sexologie. Puis je suis retourné à la fac pour faire quelques DU, notamment en addictologie, puis en thérapie cognitive et comportementale, mais toujours liée à l'addictologie. Par la suite, j'ai fait des DFSU. Alors, Mhm. des DFSU, c'est des formations continues, c'est des bac+5 en fait, dans des spécialités. Et donc, j'ai fait 2 DFSU, un en clinique familiale et thérapie systémique. Donc, Mhm. c'est plus la thérapie de couple et thérapie de famille liées. Et puis, un autre en psychothérapie et psychopathologie. Mhm. J'ai aussi fait en parallèle une autre école privée en psychopathologie à Paris pendant 3 années. J'ai fait aussi le SFU. La SFU, c'est une école, c'est Sigmund Freud University. C'est une école internationale. Ils ont plusieurs universités un peu partout en Europe. C'est une école autrichienne, Mhm. toujours en psychologie. Donc, j'ai fait une licence chez eux. D'accord. Et voilà. Et là, je prépare un doctorat justement en psychologie clinique. Donc, c'est Donc, quand même de longues grandes études.
Oui, alors oui, après, c'est vrai que c'est atypique parce que c'était beaucoup d'écoles privées, pas mal de formations en parallèle. Il m'arrivait des années de faire deux, trois formations en même temps. Hmm. Donc, d'avoir des années très, très chargées en études. Et c'est pas encore fini parce que voilà, comme je suis doctorant encore en ce moment, ça dure depuis quelques années, mais j'espère, j'espère le finir prochainement, quoi, d'ici une année ou deux, si j'ai Donc, réussi à le c'est venu, terminer. tu penses, la difficulté à trouver ta voie, c'est tu savais juste pas trop quoi faire et tu testais des formations? Non, non. Alors, quand j'ai commencé à me former, je savais ce que je voulais à ce moment-là, en fait. Je me suis cherché après le bac. C'est après D'accord. le bac Ouais, que je me suis ouais, bien sûr. cherché. En fait, je me suis cherché, oui et non. Pourquoi? Parce que il y avait une recherche, quoi faire, mais en même temps, tout ce qui m'intéressait, je voulais le faire, en fait. Mhm. Donc, il y avait aussi cette difficulté, le fait d'être indécis, d'avoir du mal à faire un choix et donc de faire plusieurs choix et de Mhm. me former. La même année, je pouvais être inscrit dans deux universités différentes et faire deux matières différentes, en fait. Mhm. Et donc, il y avait cette recherche, mais il y avait aussi ce désir toujours, que j'ai toujours d'ailleurs, le fait de vouloir apprendre, de toujours vouloir apprendre, de ce désir d'apprentissage et de connaissance. Plus jeune, très tôt même, enfant, je voulais être vétérinaire. Ouais. Très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué vu que au niveau scolaire, les résultats ne suivaient pas. Oui. Je m'ennuyais énormément à l'école. Quoi, je m'ennuyais. Je m'ennuyais au niveau des cours, mais je m'ennuyais pas en rigolant ou avec les amis. Mais en tout cas, au niveau des cours, au niveau des résultats, ça ne suivait pas. Et j'avais vite vu qu'il fallait des très bons résultats pendant de longues années pour pouvoir faire justement vétérinaire. Donc, à la fin de la primaire, j'ai compris que ça allait pas le faire. Dès la primaire. Ouais, la fin de la primaire, je crois que c'était en CM1 ou CM2, j'ai compris que c'était mort en fait pour être vétérinaire. Oui, parce que dès cette période-là, voilà, l'école c'était chiant en fait, tout simplement. C'était chiant, pourquoi? Parce que le système me convenait pas. Ça, je l'ai compris après, hein, mais le système scolaire me convenait pas. Et, euh, et rentrer dans le moule qu'on me demandait de rentrer, ça me convenait pas non plus en fait. Donc je refusais de faire ce qu'on me demandait à ce moment-là. Et pour être vétérinaire, bah, il faut suivre une ligne et respecter certaines règles. Et donc, ça ne pouvait pas se faire. Après, à la fin de la primaire, début du collège, j'avais le désir d'être raqi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, Si ça vous parle un peu. non. C'est les thérapies un peu alternatives, religieuses, les guérisseurs, etc. Tout ce qui est lié à l'exorcisme, etc. Ok. J'avais un oncle qui était à en fait, et j'étais assez proche de Alors, lui. c'est Et lié à la ruqya, en fait. c'est ça, oui, c'est ça. Ok. C'est lié à la ruqya. Et donc, j'avais un oncle dont j'étais assez proche, qui pratiquait cette profession. Mhm. Et ça me passionnait, en fait. Ça me passionnait énormément. Mais Mhm. tout le souci du soin, en fait, vous voyez, que ce soit vétérinaire, que ce Ouais. soit ruqya, il y avait toujours ce souci d'aider la personne qui était en souffrance. Et, D'accord. euh, et donc, je me suis formé quelques années, puis il y avait ça me posait problème parce qu'il y avait des questions où je ne trouvais pas de réponse, il y avait des incohérences pour moi dans la pratique et dans certaines positions Mhm. face à tout ce qui est lié à l'occulte, etc. Et donc, au bout de quelques années, quoi, vers 14-15 ans, j'ai arrêté de vouloir être raqi. Mhm. J'ai étudié un peu les sciences religieuses auprès de quelques machaïrs en France, dans la région parisienne. Puis j'ai été enseignant, j'ai donné quelques cours dans plusieurs mosquées. À quel Et en domaine? fait, comment? Sur quel domaine? Alors, ça dépendait, ça pouvait être un peu la sira du prophète, sallam, ça pouvait être un peu la jurisprudence, mais pas trop, Mhm. parce que c'était pas trop ma spécialité, mais on en faisait très peu. Un peu des cours liés à la croyance, donc tout ce qui était lié à la aqidah, à la croyance, au dogme, les histoires des prophètes, et aussi, surtout de la spiritualité, tout ce qui est lié un peu à la spiritualité, au cheminement spirituel. Mhm. Euh, Dès le collège, ça. oui, dès le collège. Donc, t'as passé beaucoup d'apprendre. Fin collège, pardon. Non, attendez. Je m'étais formé, pardon, j'étudiais pendant cette période-là. C'est plus au lycée que j'ai commencé à donner des cours, pardon. Je D'accord. ne donnais pas des cours au collège. C'est plus au lycée que je donnais des cours. Et Mhm. c'est plus au lycée où, en fait, ce qui a commencé à se passer, c'est que les gens venaient beaucoup me voir, même au lycée, des étudiants, etc., pour me poser des questions à la base d'ordre religieux. Puis après, je me suis rendu compte que les problématiques étaient un peu plus profondes. Il y avait surtout des problématiques liées aux histoires des personnes, à la famille, aux relations, etc. Et c'est là où je me suis
beaucoup plus intéressé à l'humain. Mhm. Et que j'ai commencé à accompagner des gens, en fait, sans le vouloir. Au départ, c'était lié à ce statut que j'avais, aux questions qu'on venait me poser. Puis, ça s'est transformé en accompagnement un peu. Ça ressemblait un peu, soit. Alors, c'était pas de la thérapie, parce que je n'étais pas thérapeute, mais c'était comme une forme de coaching avec un peu plus de profondeur. Parce que le coach, il est plus dans le fait d'atteindre des objectifs. Là, il y avait beaucoup d'écoute et essayer d'atteindre quelques objectifs avec ces personnes-là. Euh, j'ai été aussi libraire pendant 6 années environ dans des librairies musulmanes à Oui, j'ai vu Paris. ça chez Tawahid. Alors, j'ai travaillé un peu chez Tawhid, mais notamment chez El Muslim pendant très longtemps. Et Chez les Darul Muslim quelques mois et chez Sana, qui est une autre librairie. C'est chez Tawahid, Sana que j'ai commencé. Pardon? Tawahid, c'est à Lyon. C'est aussi à Paris. Non, alors, Tawhid, ils ont leur maison mère qui est à Lyon, mais ils avaient une librairie à Paris aussi, à Couronne. D'accord. J'ai travaillé quelques mois chez eux, pas très longtemps. J'avais commencé à Sana, en fait, quand j'étais en école professionnelle où on devait faire en fait un stage. J'étais en alternance, je devais travailler en même temps, étudier. Mhm. Et c'était Sana qui m'avait accepté, donc j'ai travaillé chez eux pendant une année. Et à la fin, j'ai eu mon diplôme. Et puis après, je suis parti dans une autre librairie. Mhm. Et dans les librairies, pareil. C'est-à-dire que on me recrutait en tant que vendeur, parce que le libraire, c'est surtout vendeur hein, dans les librairies musulmanes. Hein, c'est des vendeurs, c'est pas vraiment des libraires en réalité. Euh, c'est pas parce qu'ils vendent des livres qu'ils connaissent les livres, en fait. Et ça déjà, ça me posait problème. Donc, j'avais pas de mal à trouver une librairie du fait que je connaissais un peu les bouquins parce que je lisais beaucoup. Mhm. Euh, et donc, j'arrivais à conseiller les gens par rapport à leur lecture ou par rapport à leurs besoins. Et très rapidement, en fait, ça s'est transformé en lieu social, en fait, où les gens venaient pour me ramener leurs problématiques, pour me raconter leurs problèmes de couple, de famille, d'éducation, de relationnel, etc. Et je faisais plus de social que de vente en réalité. Mais ça m'allait très bien, moi, parce que ça me correspondait. Et c'est là où je me suis dit, autant en faire mon métier et surtout, il faut que je me forme parce que c'est bien beau d'accompagner des gens comme ça un peu à la sauvage, mais sans formation, on peut faire beaucoup d'erreurs, on fait beaucoup d'erreurs, on n'est pas, on n'est pas assez bon en fait. Et donc, c'est là où j'ai décidé, c'est là, vous voyez, en parallèle de ces années de libraire, j'avais toutes ces années de fac là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mhm. Euh, et puis, c'est au même moment où j'avais cette interdiction de fac et où je me suis formé à la thérapie de couple. D'accord. Et puis après, avec toutes les autres formations que j'ai pu faire en parallèle, et après, j'ai ouvert mon cabinet. D'accord. Euh, Ces premières années de fac, elles m'intéressent. Donc, ça a duré 3-4 ans. Tu as tâtonné un petit peu pour trouver ta voie. Ouais. Comment tu as vécu ces années-là? Ben, je les vivais pas mal parce que j'ai toujours été un peu à la cool, en fait. Mhm. Dans mon esprit, tout va bien, en fait, tout le temps. Il n'y a aucune pression, il y a pas de soucis, je suis pas inquiet, je suis pas de tempérament inquiet. Mhm. Je Et fais un peu ce que j'ai envie de faire. en général, on a la pression des amis qui continuent dans leur chemin. Ou bien... Non, je l'avais pas, en fait, cette pression. Ça m'a jamais. Ça m'a jamais perturbé ce genre de choses. Alors que ce soit la pression sociale ou que ce soit la pression de l'avancée des copains, c'est pas au contraire. Les copains avancent, c'est super, tant mieux pour eux. Je suis content vraiment. Mhm. Après, moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, sans inquiétude en fait. Confiant. Sans inquiétude, je sais pas vraiment où je vais, mais je sais que ça va bien se passer, Inch'Allah. Ça vous venait d'où cette confiance? Alors, d'où est-ce que ça venait? Je pense que ça venait de ma relation avec Dieu surtout. Euh, Parce que j'étais quand même religieux très tôt, très jeune. Donc j'avais compris, quoi, je crois avoir compris certaines choses à ce niveau-là qui font que j'étais très tôt très serein en fait. Mhm. Euh, et donc je plaçais ma confiance en Dieu à de multiples reprises, Dieu m'a prouvé qu'il s'occupait de tout en fait, que je maîtrisais rien, que je contrôlais rien et que tout se passait toujours très bien grâce à lui en fait, pas grâce à moi et pas grâce à des calculs que j'aurais pu faire. Et donc j'ai très vite compris que les calculs c'était pas trop pour moi en fait. Donc je faisais un peu comme je le sentais, j'allais un peu là où je sentais le truc et ça se passait bien, c'était super, ça se passait mal, c'était super en fait. Mhm. Pardon, j'apprenais de ce que je pouvais vivre et ça me permettait de passer à une autre étape ou de vivre autre chose de différent, etc. Et toute ma vie a été comme ça en fait. Ce qui fait que vraiment très serein très tôt. Donc pas de pression au niveau universitaire.
Et La seule pression que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai raté mon bac et surtout la déception des parents, en fait. C'était surtout ça. Mais, mais même là, en fait, au fond, je m'en foutais un peu. Le seul truc qui me tracassait, c'est la déception que les parents pouvaient avoir que je puisse rater mon bac. Mais moi, je savais pourquoi je le ratais, parce que je travaillais pas, en fait. Vous voyez, donc, non seulement il n'y avait pas de pression à ce niveau-là, mais en fait, c'était normal pour moi. C'était logique. Je suis quand même quelqu'un d'assez logique et si je l'ai, c'est miraculeux. Si je l'ai pas, c'est juste normal. Tout va bien. Et vous aviez le soutien de la famille derrière quand même, malgré tout? oui, toujours, toujours. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah, il m'a comblé d'une famille très soutenante, qui a toujours été là pour moi et ça aussi, ça a aidé, hein. Ça a contribué bien évidemment au fait d'être serein. Euh, donc voilà, toujours beaucoup de soutien, on a confiance en Vraiment, moi. les deux forces qui sont nécessaires, Mm. le soutien familial qui compte vraiment, ou le soutien de l'entourage, et puis la confiance qu'on finit toujours par avoir quelque chose au bout d'un moment, enfin, si on est patient et qu'on travaille. Oui. Vous savez, j'ai raté 2 fois mon bac, hein. 2 fois d'affilée, hein. Ouais. J'ai redoublé 1 ou 2 fois, je crois, au collège, ou je sais plus. Pour vous dire, je sais même plus à quelle étape, en fait. Mhm. Euh, un, parce que j'oublie facilement déjà, mais deux, c'est parce que c'est pas du tout important pour moi, en fait. Mhm. Ce qui fait que il y a eu des échecs, il y a eu des moments où voilà, ça fonctionnait pas, ça marchait pas, etc. Mais quand même serein, parce que je savais aussi les qualités que j'avais, les capacités que je possédais déjà à cet âge-là. Ces échecs-là n'étaient pas des vrais échecs. Parce que des vrais échecs, pour moi, et encore, aujourd'hui, je relativiserai en vous disant que l'échec, pour moi, n'existe pas vraiment, mais à l'époque, un échec, pour moi, c'était quand on faisait tout pour avoir quelque chose et qu'on ne l'avait pas. Mhm. Alors que là, je faisais rien pour avoir ces choses-là. Donc, vous voyez, c'était de la logique, en fait. C'était normal. C'est des conséquences. Il n'y avait rien de plus normal, en fait, que de ne pas avoir le diplôme. Si vous ne faites rien pour l'avoir ou si vous n'allez pas en cours, si vous l'avez, c'est juste un miracle, en fait. Vous voyez, Mhm. on vous l'offre, on vous le donne, Mhm. mais vous n'avez rien fait pour. Par contre, quelqu'un qui étudie toute l'année d'arrache-pied et qui, à la fin, l'a pas, Oui. là, c'est dur pour moi. Vous voyez, j'imagine que ça peut être très dur. Parce que l'investissement, il est énorme. Et s'il n'y a pas d'investissement, bah, le résultat, en fait, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Et s'il y a quelque chose, quoi qu'il arrive, c'est du plus, en fait. Mhm. C'est juste normal et du plus. Peut-être paradoxal d'avoir autant de confiance, Ouais. mais comme vous dites, vous ne travaillez pas beaucoup. Euh, c'est dû à quoi ça en fait? C'est parce que vous aviez des activités à côté, il y a la religion, je ne sais pas, qui faisait que vous ne vouliez pas vous investir enfin, dans les Oh non, études. c'était pas à cause de mes activités, c'était juste parce que vraiment le système scolaire français Mhm. ne convient pas à mon profil à moi, en fait. Il peut convenir à beaucoup de gens, il est très bien fait pour beaucoup de gens. Le système français scolaire fait un bon travail avec pas mal de monde, mais il a des failles. Et pour certaines personnes, ça ne convient pas du tout et j'en fais partie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'étais surtout à cet âge-là très flemmard. Mhm. Vous voyez, donc la notion d'effort, c'est pas pour moi. Mhm. Faire un effort, c'était voilà, vous pouvez me convaincre comme vous voulez, ça m'intéresse pas en fait. Oui. Le fait de faire un effort me coûtait plus que tout ce que vous auriez pu m'offrir. Donc c'était pas intéressant et donc ça pouvait pas me donner envie. Et la troisième des choses, et ça c'est lié à la confiance, c'est que je comprenais les choses très rapidement en fait. Mhm. Ce qui fait que ça va appuyer sur la confiance, sur le fait que je comprends les choses très rapidement, que je réfléchis vite, j'analyse vite, etc. Et après, je m'ennuie en fait. Et donc, le fait de m'ennuyer, le fait de faire des efforts et le fait pour avoir une bonne note ou pour avoir un diplôme, il faut faire exactement ça, et que ça ne me convenait pas ou ne me donnait pas envie, bah, faisait que ça ne fonctionnait pas. Oui. Au grand désarroi des enseignants qui ne comprenaient pas, parce que pour eux, j'étais un des élèves les plus brillants qu'ils aient pu connaître à Mhm. l'oral. mais quand il s'agissait de faire des devoirs ou de réviser des cours ou de faire des épreuves, j'étais complètement absent. Ok. Et comment vous avez fait pour vos études en psychologie par la suite, du coup? Bah après, ça m'intéressait, justement. Donc, il fallait que ça m'intéresse. Mhm. Si quelque chose ne m'intéresse pas, c'est hors de question que je fasse quelques efforts, quoi. Déjà, quand ça m'intéresse, c'est compliqué. Alors, si ça ne m'intéresse pas, c'est mort d'avance. Et c'est ça qui a été problématique, on va dire, jusqu'au lycée. Parce que jusqu'au lycée, on vous impose des matières, on vous impose
un peu les cours, etc. Après, après vous choisissez. Et selon la filière que vous allez choisir, il faut vraiment, et ça c'est le conseil que je donne aux étudiants, c'est de choisir vraiment quelque chose qui les passionne ou qui les intéresse vraiment, Mhm. histoire de stimuler leur intellect, de leur donner envie de faire des recherches ou de leur donner envie de lire ou au moins d'écouter au maximum. Quand vous allez en cours et que c'est un sujet qui vous plaît, vous allez être attentif, vous allez être concentré. Déjà, vous allez y aller tout court. Vous Oui. voyez. Alors que si c'est un truc qui ne m'intéresse pas, juste le concept d'y aller, moi, j'arrive pas à concevoir. Vous voyez. Oui. Donc, pour moi, c'est incohérent. Oui. Donc après, c'était surtout le fait que ça m'intéresse et que ça me passionne. Et l'expérience terrain que j'avais en réalité aussi m'a beaucoup aidé. Mhm. Chose que je ne conseille pas en fait aujourd'hui parce que je conseillerais plus aux gens de se former. Et puis après, après la formation, d'apprendre sur le terrain par des stages, des supervisions, etc. Mhm. Ma vie a fait que j'ai connu le terrain et l'accompagnement avant d'être formé. Ce qui fait que quand je me suis formé, c'était encore beaucoup plus simple pour moi parce que je savais de quoi on parlait, j'avais une expérience terrain, j'analysais un peu les erreurs que je pouvais faire, les choses qui fonctionnaient, je les connaissais un peu aussi, donc je pouvais encore mieux les structurer, etc. Mhm. Et c'était super enrichissant en fait d'apprendre à ce moment-là. Tu as passé quand même pas mal de diplômes dans le domaine. Conseiller en relations conjugales, sexologue, Mhm. master psychanalyse, DU en addictologie pratique, thérapie familiale systémique, psychologie, psychothérapie. Ouais. Pourquoi tu as fait tout ça en fait? Alors, le master en psychanalyse, je ne l'ai pas fini, hein, par contre. Le master en Ok. psychanalyse, je ne l'ai pas fini. Mhm. Et je ne l'ai pas fini parce que ça commençait vraiment à me saouler. Mhm. Surtout que la psychanalyse, parce qu'en fait, dans la psychologie, vous avez plusieurs courants de pensée, etc. La psychanalyse, c'est quelque chose de très particulier. Mhm. Et j'en avais quand même pas mal bouffé quand même avant, pendant 3-4 ans. Et j'arrivais à saturation. Et pour vous dire, voilà, je suis arrivé à ce master-là et c'est bon, ça m'intéressait plus et j'ai arrêté. Mais pour le reste, pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est plusieurs choses qui m'ont intéressé. C'était toujours dans l'idée de répondre à un besoin par rapport aux difficultés que je pouvais rencontrer en clinique, au niveau des accompagnements que je proposais. J'ai commencé par la thérapie de couple parce que je pensais que c'était les problématiques que je voyais le plus de gens qui venaient me voir. Voilà, j'ai une difficulté à me marier ou j'ai une difficulté avec mon époux, avec mon épouse, etc. Donc je me suis dit, bon, faut se former à ça. C'est ça qui revient le plus pour moi. Puis quand je me suis formé à ça, je me suis dit, il faut que je me forme aussi en sexologie parce que c'est quand même un sujet important et un point important des problématiques de couple. Mhm. Puis après, je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup de gens qui venaient me voir par rapport à de la dépendance ou à des addictions, etc. Donc ça m'a intéressé, je me suis formé aux addictions. En parallèle, je me formais en psychopatho parce que c'est les fondements, c'est les bases, en fait. Donc on ne peut pas aller bien loin sans psychopathologie, en psychologie. Et après, c'est des spécialisations, en C'est fait. quoi la psychopathologie? La psychopathologie, ça va être c'est d'essayer d'analyser un peu, en partant des structures psychiques, toutes les pathologies qu'on peut rencontrer. Donc, dès qu'on voit une problématique psychologique chez une personne, on va essayer de diagnostiquer justement la problématique. Et selon le diagnostic qu'on fait, on va mettre des mots sur telle ou telle pathologie. Et Mhm. ça va nous aider à mieux comprendre déjà quel est le problème de la personne et deuxièmement, comment mieux l'accompagner. Quelqu'un qui, quelqu'un qui vit une dépression importante, vous ne l'accompagnez pas de la même manière que quelqu'un qui vient pour une problématique relationnelle au niveau de son couple ou au niveau de l'éducation qu'il peut avoir vis-à-vis de ses enfants. Mhm. Quelqu'un qui vit un burn-out, vous ne l'accompagnez pas de la même manière que quelqu'un qui est addict à la pornographie. Vous voyez, donc et après, derrière, on peut voir qu'il peut y avoir plusieurs pathologies chez certaines personnes, mais en tout cas, c'était des bases que je me devais d'étudier pour mieux comprendre justement ce que pouvaient vivre justement les patients et comment mieux les accompagner. Mhm. Et le fait justement qu'on m'ait interdit de fac pendant cette période-là, parce que l'idéal, ça aurait été pour moi de faire 5 années de psycho et voilà, et l'histoire, elle est réglée. D'accord. Et en fait, le fait qu'on m'ait interdit à ce moment-là a fait que ça a un peu coupé ce truc-là. Je me suis formé en parallèle et il fallait que je me spécialise en fait très rapidement. Ça, Ok. c'est les formations et les écoles privées me permettaient de faire ça, contrairement à la fac. Et quand j'ai voulu revenir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a autorisé, mais les facs me refusaient. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Pendant 5-6 ans. Alors, il y avait Paris 8 qui m'avait accepté, puis j'ai pas terminé l'année
pour des raisons personnelles. Et donc, je pouvais me réinscrire sans aucun souci. Mais j'ai voulu changer de fac justement parce que les courants de pensée n'étaient pas les mêmes selon les facs. Et toutes les facs me refusaient en fait. Toutes pour des raisons différentes. Donc, c'était soit vous venez d'une fac qui propose la même filière, donc restez dans votre fac. Oui, mais si j'ai envie de changer. Vous Oui. voyez, j'ai le droit de vouloir changer, j'ai le droit de vouloir aller à Nanterre parce qu'à Nanterre, on a une approche, je ne sais pas, plus truc, etc. Mais non, on me refusait à Nanterre. Puis j'essaie une autre fac, non, on ne vous accepte pas. Vous êtes passé, votre dossier est passé devant une commission et le jury refuse votre candidature. Mhm. Où il n'y a plus de place. Bref, et ça a duré 5-6 ans en fait. Je ne comprenais pas trop pourquoi. J'ai essayé de me renseigner comme je pouvais. J'ai pu voir une association d'élèves, le responsable d'un groupe justement d'association d'élèves et qui me disait qu'il y avait sûrement un souci dans mon dossier, mais bon, on ne pouvait pas en savoir plus. Mhm. Je ne me suis pas pris la tête plus que ça. Je me suis dit, je n'ai pas envie d'être rentré en guerre ou de rentrer dans des trucs compliqués. Chaque année, je faisais mes causes. J'envoie mes dossiers de candidature. Ils acceptent, tant mieux, ils n'acceptent pas, c'est pas grave. Et en parallèle, je continue à me former. Donc, ça m'a imposé de continuer dans des écoles privées un peu à droite à gauche, qui étaient très coûteuses. Et donc, je travaillais en parallèle pour pouvoir financer justement ces études-là. Oui, je vois ça. Tu as travaillé en tant que consultant. Alors, consultant, oui, c'est pas ça qui m'a enrichi. Hein. Parce que consultant, c'était des petits salaires quand il y avait des salaires. Et le plus gros de consultant que j'ai pu faire, c'était gratuit. Mais ça me permettait après d'avoir de la pub ou de la visibilité. Donc, je m'y retrouvais, hein, c'est pas un souci, mais c'est pas ça qui finançait mes études. Ce qui a financé mes premières études, c'est plus un prêt d'un ami. Puis après, c'est le fait de travailler dur en parallèle pour pouvoir financer. Et voilà, donc ça s'est terminé là il y a quelques mois en fait. Oui, j'ai arrêté mes études il y a quelques mois. Par le fait d'être doctorant, ça c'est en continu. Mhm. Quoi, c'est en continu. Tant que je termine pas ma thèse, ça continue. Mais voilà, c'est des écoles qui peuvent être assez coûteuses. Il faut s'accrocher. À partir de quand tu as commencé à exercer du coup? J'ai commencé à exercer, je crois, en 2012. Et vous aviez quel type de diplôme à ce moment-là? 2012 ou 2013, j'avais terminé la formation en tant que thérapeute de couple et en tant que sexologue. D'accord, donc c'était quoi, 3 ans? Oui, c'était 2 ans et demi, à peu près 3 ans. Et vers la fin de la formation, j'ai commencé à me professionnaliser, c'est-à-dire accompagner des gens en cabinet, voilà, en payant des consultations, etc. Alors que pendant toutes les années précédentes, c'était du bénévolat et de l'apprentissage. Ok. En termes d'apprentissage, donc, est-ce qu'en Mhm. parallèle, il y avait un complément religieux? Alors, le religieux, il a toujours été. J'ai arrêté, malheureusement, les cours que je faisais auparavant auprès des machaïrs, mais toujours accroché à la religion, aux livres, aux conférences, aux Je veux cours dire, audio que je pouvais dans ce trouver. domaine-là, dans ce domaine de thérapie de couple. Non, non, il n'y a rien du tout. Il y a presque rien. Je continue à me former de loin, que ce soit par les bouquins ou que ce soit par les cours que je pouvais trouver sur Internet, en audio ou en vidéo de plusieurs machaïrs, mais dans mon domaine de compétences, il n'y a presque rien du tout. D'accord. Et du coup, tous vos apprentissages, est-ce que vous l'appreniez sous le spectre religieux? Est-ce qu'il y avait des choses que vous avez laissées de côté? Au niveau de la psycho, Oui. oui, forcément, forcément. Après, moi, je suis toujours dans l'ouverture, c'est-à-dire que je viens, je prends ce qu'on me donne et après, je fais le tri, quoi. Oui, je veux dire, Et filtrer un petit peu, ou est-ce qu'il y a tout de bon à prendre dedans? non, non, tout n'est pas bon à prendre. Il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes et très intéressantes et pertinentes, et il y en a d'autres où il faut faire des tris. Après, ce tri-là, vous pouvez le faire un peu grâce au bagage religieux que vous avez, puis en échangeant un peu avec des spécialistes des deux domaines pour justement confronter un peu les choses et essayer de dissocier. Après, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein, qui demande un gros investissement personnel Mm. et qui demande beaucoup de temps. Que c'est récent comme science, votre... Alors oui, déjà, la psychologie, c'est pas si vieux que ça, même si on retrouve, quand on cherche un peu dans l'histoire, des choses qui ressemblent un peu à ce qu'on voit en psychologie depuis très longtemps, mais on va dire structuré comme c'est structuré, ça a 100 ans.
C'est-à-dire que c'est à 100, 100, 130, 150 ans. Mhm. Et ça a évolué d'une certaine manière, puis il y a eu des courants de pensée, puis les courants de pensée étaient influencés aussi d'une certaine manière par rapport à, qu'on le veuille ou non, par rapport à des positions, par rapport à des croyances, par rapport à de la politique. Alors ça, les enseignants, ils n'aiment pas trop quand on leur dit ça. Ils disent, mais non, c'est pas vrai, etc. C'est juste l'humain qui nous intéresse. Mais quand on voit un peu les différents courants de pensée en psycho et comment ça a évolué, on voit forcément qu'il y a des influences. Au-delà de ça, nous, on vient avec notre religion, on a une foi, on a une croyance, on a un credo. Euh, et à l'école, on vous dira, ben ça, il faut le laisser de côté. Mhm. Ça n'a pas sa place. Et vous accompagnez les gens, point barre, en fait. Mais après, vous devez faire un choix. Soit vous dites, OK, je mets de côté ma religion et j'accompagne les gens comme on m'a appris. Ou alors, je vois comment je peux essayer de lier les deux dans la mesure du possible. Et ça, c'était mon choix. Ce n'est pas un choix qui est simple, parce que ça, vous faites, vous faites un peu des ennemis un peu des deux côtés. Et parce que du côté religieux, vous dites la psycho, c'est bizarre, c'est pas de chez nous. Du côté de la psycho, le religieux, il vous voit comme un intégriste. Il y a tout le passif entre science et religion qui ressort un peu d'une manière inconsciente chez les gens. Et de l'autre, certains qui ne comprennent pas, en fait, pourquoi vous voulez lier les deux, pourquoi vous intégrez le religieux dans l'accompagnement, etc. Et après, c'est pas toujours simple à expliquer aussi, parce qu'on part de très loin et il faut amener plusieurs éléments pour pouvoir essayer de comprendre un peu. Mais la plupart de mes patients, si ce n'est presque la totalité, sont musulmans. Mhm. S'ils viennent me voir, c'est pas pour rien. Oui. Vous voyez. Donc, s'ils viennent me voir, c'est parce que je suis musulman. Donc, il y a déjà un lien qui se fait du fait qu'ils pensent être compris ou potentiellement, ils vont pouvoir être compris par moi beaucoup plus facilement qu'une autre personne, qu'ils ne vont pas être jugés. Donc, ça, c'est les fondements, c'est les bases. Et après, d'être accompagnés. Maintenant, moi, ce que je dissocie, c'est le besoin du patient. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est pas ce qu'on m'enseigne ou ce qu'on me dit de faire, c'est plus le besoin du patient. Si le patient me dit, moi, j'ai envie d'intégrer le religieux dans la thérapie, j'ai envie de parler de Dieu et j'ai envie de, OK, pas de souci, c'est bienvenu. Mhm. Et si le patient me dit, non, non, vous ne me parlez pas de Dieu, moi, j'ai juste une dépression ou j'ai juste un problème avec ma femme ou avec mon époux et j'aimerais juste régler ça par rapport à essayer de comprendre en fait comment mieux communiquer et comment gérer le conflit, pas de souci, on ne parle pas de religion en fait. On va juste apprendre à mieux communiquer, à gérer le conflit et sans parler de faits religieux ou de fondements religieux et c'est pas un souci. C'est pas en contradiction pour moi vis-à-vis de mes croyances. C'est en respect par rapport à la demande des patients et tout se passe bien. Mais la plupart des gens qui viennent me voir me demandent en fait d'intégrer le religieux. Ils en ont besoin. Est-ce que vous pouvez aller à l'encontre des courants de pensée psychologique euh, dans Comme vos... quoi, par exemple? Par exemple, je sais pas, je prends un exemple. Comme vous le disiez, les courants ont pas mal évolué. Mhm. Par exemple, à l'époque, je sais pas, il y a peut-être 30 ans, c'était extrêmement mal vu l'homosexualité, par exemple. Et maintenant, c'est tout à Ouais. fait accepté. Est-ce que quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit il a des tendances homosexuelles, est-ce que et qui est musulman, vous allez lui dire dans la religion c'est pas bien, est-ce que vous êtes autorisé? Est-ce que c'est pas... Non, je pense pas que ça soit mon rôle, ça, par contre. C'est-à-dire que Mhm. je vais pas me substituer. Alors, c'est ça le danger, en fait, parce que les gens viennent vous voir parce que vous êtes religieux et que vous avez une image de religieux et que vous connaissez un peu la religion, ils viennent vous poser des questions religieuses. Et c'est là où il faut résister en disant non, c'est pas mon rôle, je suis pas imam, je fais pas de fatwa, je réponds pas aux interrogations religieuses. Ça, il faut aller voir avec vos imams et avec vos enseignants. Mhm. Par contre, on peut utiliser les croyances, les positions religieuses pour essayer de voir comment on peut aider au mieux la personne. Donc, quelqu'un qui vient me voir, qui est par exemple homosexuel et qui me dit voilà, je suis homosexuel et je viens me voir parce que ça me pose problème, je ne vais pas lui dire ah oui, c'est haram, mais c'est pas bien. Vous Mhm. voyez, c'est aucune utilité thérapeutique. Mhm. Et même religieuse d'ailleurs. Parce que la personne, elle vient vous voir déjà. Vous n'êtes pas en train d'aller la chercher pour la convaincre que c'est bien ou c'est pas bien. Et Est-ce elle que vous vous dit voulez elle dire n'est pas bien. d'être homosexuel, c'est pas, enfin en France en tout cas, c'est pas un problème en Ouais, fait. c'est pas un problème pour beaucoup de gens. Mhm. Et les gens pour qui c'est un problème, ils chercheront des solutions pour essayer de comprendre ou de régler leurs problèmes.
Donc moi, les personnes que je vais voir, par exemple, qui sont plutôt, qui vont avoir cette approche et qui vont être homosexuels, ils me diront, voilà, je suis homosexuel, je comprends pas, ou ça me plaît pas, ou je le vis mal, et on va travailler dessus, en fait. Mais pas en disant c'est bien ou c'est pas bien, parce que la personne, elle le vit mal. Donc, le fait qu'elle le vive mal, c'est ça qui m'intéresse. Et après, c'est comment faire pour mieux comprendre ou mieux se sentir qui va être intéressant derrière. Mais les gens qui vont faire cette démarche-là, c'est souvent dans une démarche d'en sortir, ou d'aller mieux, ou d'être en paix par rapport à ça. D'accord. Mais c'est pas un débat, ce sera pas un débat philosophique ou politique de c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça a sa place, est-ce qu'il faut dire que c'est bien ou est-ce qu'il faut dire que c'est pas bien. Oui. On rentre pas en thérapie, on n'est pas en train de débattre. Vous voyez, en thérapie, on parle d'une problématique, on essaie soit de la comprendre pour pouvoir la régler, ou soit on essaie de la régler tout court, selon les approches. Parce qu'après, les courants de pensée ou les courants ou les différentes approches en psycho, après, vous pouvez pas tout utiliser. Par exemple, moi, je vais plus être systémicien. Et c'est pour ça que je suis plus thérapeute de couple et de famille. Et ce qui va, moi, m'intéresser, c'est justement les interactions, le système dans lequel la personne est et comment ce système fonctionne. Et c'est Mhm. en comprenant un peu ce qui s'y passe qu'on trouve des solutions. Vous allez voir un psychanalyste, il ne va pas chercher à voir le système de la personne, ça ne l'intéresse pas. Quand vous parlez de Vous voyez, système, c'est l'environnement, c'est quoi? non, ça peut être le système familial. Oui. Ça peut être, ouais, ça peut être justement dans la thérapie de couple, la thérapie de famille. Je donne un exemple. Vous avez une fille qui est anorexique, une jeune ado qui est anorexique. On ne va pas la traiter toute seule. On ne va Mhm. pas lui dire, OK, elle est anorexique, il faut qu'on la force à manger, on va la voir toute seule en thérapie pour essayer de la faire manger. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir toute la famille ou le maximum de membres de la famille et essayer de voir ensemble qu'est-ce que l'anorexie nous dit par rapport à la vraie problématique qu'il y a dans cette famille. Vous voyez, donc on va plus voir après l'anorexie. Alors, c'est une maladie grave, hein, l'anorexie, parce que la personne elle peut mourir. Mais on va plus voir l'anorexie comme un gros symptôme D'accord. et un symptôme de quelque chose d'autre. Si elle ne mange plus, c'est pas pour rien. Elle est en train de vouloir dire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, dans le système familial. D'accord. Et là, vous voyez que la thérapie familiale, elle va plus jouer là-dessus et travailler là-dessus. Mhm. Un psychologue, même clinicien, il peut ne pas aller voir la famille et voir juste la jeune fille et essayer de voir avec elle qu'est-ce qui ne va pas. Alors, il va parler, il va la faire parler, etc. Mhm. Et Et ça peut être aussi très intéressant. c'est plus efficace le cas systémique, enfin, comme vous dites. Bah, ça dépend. Alors, il y a des études, par exemple, sur l'anorexie qui ont été faites en Angleterre où les thérapies familiales ont apporté beaucoup plus de résultats que les thérapies individuelles pour les anorexies. Donc, en traitant la famille, on a eu beaucoup plus de résultats positifs qu'en traitant l'individu seul. Mais je ne pense pas qu'il y ait une approche qui soit forcément meilleure que l'autre. C'est selon le profil qu'on a en tant que thérapeute, qu'est-ce qui nous parle le plus, qu'est-ce qui fait le plus sens, là où on est le plus à l'aise nous-mêmes, et le type de personne qu'on accompagne aussi derrière. Mhm. Quand vous êtes systémicien, vous allez plus travailler avec les couples et les familles. Mhm. Alors, vous pouvez accompagner des gens seuls, mais quand vous allez les accompagner, vous n'allez pas les accompagner comme un psychanalyste ou comme un clinicien ou comme un TCCiste, etc. Et ce n'est pas forcément mieux ou pas mieux. Après, selon les problématiques, il y a des études qui montrent que telle approche donne un peu plus de meilleurs résultats, telle approche à ce niveau-là est un peu meilleure, etc. Mais on ne peut pas être spécialiste de toutes les approches, déjà, ça, c'est pas possible. On Mhm. va avoir une approche principale. Et derrière, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'au fond, c'est pas l'approche qui fait la différence, c'est plus la relation entre le thérapeute et le patient. Oui. C'est le lien thérapeutique, c'est ça qui fait la différence. Mhm. Selon le lien qu'il y a entre le thérapeute et le patient, eh ben, il y a de très bons résultats ou non, en fait. Plus que l'approche en elle-même. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans la communauté maghrébine et plus particulièrement musulmane, on a l'impression que c'est pas trop dans nos habitudes de requérir l'aide d'un thérapeute et justement de créer cette relation thérapeutique. Euh, thérapeutique, ça se dit comme ça. Oui, oui, relation thérapeutique. Est-ce que c'est un préjugé ce que je dis ou c'est une réalité? Non, alors c'est une réalité, mais qui évolue. Mais c'est une réalité. En 2012-2013, j'avais très peu d'hommes qui venaient en consultation, par exemple. Mhm. Et quand ils venaient à reculons parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que leur épouse leur mettait un ultimatum. S'ils ne venaient pas, ils divorçaient et ils venaient pour pas divorcer, quoi. Aujourd'hui, non seulement j'en ai beaucoup plus qui viennent, mais j'en ai aussi qui font eux-mêmes la démarche de venir ou qui essayent de convaincre leur épouse de venir. Donc, vous voyez qu'il y a, par exemple, au niveau masculin-féminin, ça a déjà beaucoup évolué en moins de 10 ans. Mhm. Euh,
Et les jeunes en particulier? Alors jeune, ça dépend, non? C'est vraiment entre 30 et 50 ans déjà. D'accord. La moyenne d'âge que je vois le plus, mais je peux avoir des couples qui ont 60-70 ans Mhm. et ça peut arriver, même s'ils sont plus rares, mais ça peut arriver. Après oui, c'est plus entre 30 et 50 ans. C'est plus cette génération-là, on va dire, qui peuvent être amenés à faire des démarches. Mhm. Hem, mais comme je vous disais, oui, ça a évolué. C'est-à-dire que, il y a de plus en plus de gens dans la communauté musulmane qui acceptent l'idée de pouvoir être aidé ou de se faire aider par un thérapeute ou une thérapeute ou une psy ou un psy et qui font la démarche derrière. Après, il y en a encore énormément qui restent bloqués, qui restent encore dans cette idée que c'est pas forcément une bonne chose religieusement, que c'est pas acceptable ou accepté. Donc, soit ils vont voir personne, soit ils vont voir n'importe qui, soit ils peuvent aller voir un gourou ou un raqi ou un sorcier ou je sais pas quoi, en essayant de régler leurs problèmes autrement. Il y a aussi des fausses croyances. La fausse croyance principale qu'on entend, c'est je vais pas aller voir de psy ou de thérapeute parce que je suis pas fou. Mhm. Mais ça, c'est une fausse croyance. Pourquoi? Parce que le fou, déjà, il va voir personne. Parce que le fou, pour lui, il n'est pas fou, le fou. Le vrai fou, il est dans sa réalité à lui, c'est vrai. Et s'il est amené à voir quelqu'un parce que la famille l'emmène ou parce que les pompiers ou la police l'emmènent, l'obligent à voir quelqu'un, ça va plus être le psychiatre que le psychologue ou le thérapeute. Oui. Vous voyez, j'ai vu des milliers de personnes. J'ai dû voir une ou deux personnes qui étaient vraiment euh, atteints de folie, vous voyez, ou qui avaient vraiment une vraie pathologie très grave qui demandait d'être internés ou de voir un psychiatre. Oui. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils vont jamais venir me voir. Donc, c'est cette idée de je vais pas parce que je suis pas fou, c'est faux. Le fou, il va voir personne et quand il va voir, il va voir le psychiatre. Ça ne signifie pas non plus que tous ceux qui vont voir le psychiatre sont fous, d'accord? On peut aussi aller voir un psychiatre sans être fou. Mais donc, c'est cette fausse croyance déjà qui commence un peu à disparaître. Un peu la honte dans la Il y communauté. a, Alors, honte, oui, moins aujourd'hui, mais après, c'est relatif. C'est relatif parce que souvent, c'est rester dans les problématiques dans lesquelles on est qui crée le plus de honte. Mhm. Du côté masculin, on peut voir chez certains hommes, pas chez tous, hein, mais chez certains hommes, une difficulté d'aller accepter d'être aidé ou de demander de l'aide. Mais parce qu'après, c'est plus le besoin de compétences qui est remis en question chez certains hommes qui ont besoin de réaliser les choses eux-mêmes et qui n'acceptent pas que l'aide puisse venir d'ailleurs. Et ça, c'est pas chez tout le monde. Chez d'autres personnes, ça peut être la pudeur. Vous avez des personnes qui ont honte, comme vous avez dit, d'autres qui sont pudiques, qui n'aiment pas parler d'eux, d'autres qui ont peur, d'autres qui ne sont pas convaincus euh, de la nécessité, d'autres qui utilisent d'autres moyens, et Mhm. d'autres encore qui se laissent aller et qui vont répéter sans cesse les mêmes erreurs en s'étonnant à chaque fois des mêmes résultats. Mhm. Dans quel cas est-ce qu'il faut venir voir un thérapeute? À partir du moment où on en ressent le besoin, ça peut être pour plein de raisons différentes. Quelqu'un qui a besoin de parler, vous voyez, ça peut être juste ça, hein. Vous avez des gens qui consultent juste parce qu'ils ont besoin de se vider, en fait. Et ils viennent en consultation, ils se vident, ils parlent. D'accord. Ils n'ont pas d'autres besoins. Et si vous intervenez en tant que thérapeute, ils vont dire, non, mais attends, je n'ai pas besoin de vous parler, en fait. Je vous paye pour que vous m'écoutiez. Et donc, vous voyez, donc il y a ce type de profil de personnes qui ont juste besoin de parler, d'autres qui ont besoin de comprendre certains comportements qu'ils peuvent avoir ou que les autres peuvent avoir. D'autres parce qu'ils recherchent des solutions. Ça, c'est le plus souvent d'ailleurs. Voilà, j'ai telle problématique, je cherche une solution, il me faut une solution. D'autres parce qu'ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire qu'ils ont essayé tout seuls, ils ont essayé un peu dans leur entourage ou comme ils pouvaient, ils ne trouvent pas d'autres solutions, donc ils viennent vous voir soit en dernier recours, soit comme une énième solution. Mhm. Mais donc, à partir du moment où une personne ressent le besoin, soit de parler, soit de discuter, soit de chercher une solution, de comprendre quelque chose, il est bienvenu que cette personne consulte. Et après, c'est de tester, de voir, de choisir son thérapeute. Si ça se passe bien, la personne qu'elle a envie de continuer, elle continue. Si ça se passe bien et qu'elle en a fini, elle finit. Si ça ne se passe pas bien, dans le sens où le relationnel, c'est pas top, et la personne arrête et elle essaye avec un autre ou une autre thérapeute, tout simplement. L'idée, c'est juste d'accepter qu'on puisse être aidé par un ou une professionnelle à un moment donné dans notre vie, Oui. pour X ou Y raison, en fait. On n'est pas obligé d'être euh, dans un burn-out ou dans une dépression ou dans une anxiété bloquante pour aller voir un psy. Alors déjà, dans ces domaines-là, il faut. Là, c'est même pas c'est conseillé, c'est dans ces moments-là, il faut. Mais vous avez des gens qui consultent, qui vont très bien, mais ils consultent pour une petite problématique ou pour un besoin particulier.
Je me rappelle d'un couple en particulier, mais ça arrivait plusieurs fois, qui consultaient sans avoir de problème de couple. Et quand je leur demande pourquoi ils viennent, ils disent, mais c'est justement pour continuer à ne pas avoir de problème de couple. C'est Ou pour préventif. encore, voilà, par prévention, pour encore améliorer notre relation encore plus. Et ils venaient consulter pour ça, et ils ont consulté longtemps. C'est un couple qui allait très bien. Et d'autres, pour des grosses problématiques et qui viennent un peu en dernier recours, même des fois un peu trop tard. Ça, c'est encore une autre problématique. C'est-à-dire que les gens se disent, non, je vais pas, je vais pas, je vais pas. Et quand ils sont au pied du mur, ben, ils se disent, ok, ben, ils viennent vous voir comme un sauveur, il faut que vous régliez mon problème. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mhm. On n'est D'accord. pas des sauveurs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La psychothérapie, c'est un métier, c'est un travail. C'est pas facile. Et pour le patient aussi, ça lui demande un investissement et du travail. Mais en travaillant, eh ben, on peut atteindre nos objectifs. Mhm. Quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent dans tes consultations? Alors, dans les miennes, Oui. alors les plus grosses problématiques, ça va être soit les problèmes liés au célibat, donc les personnes qui sont célibataires et qui souffrent de leur célibat ou qui ne comprennent pas pourquoi elles sont encore célibataires. Les problèmes de couple, liés soit à la communication, soit à la violence, soit au non-épanouissement, soit aux problèmes sexuels, ou aux problèmes de tromperie, quand il y a eu des trahisons, des tromperies, etc. Donc, des besoins liés à l'éducation, des parents un peu qui sont un peu dépassés par l'éducation et qui ont besoin de comprendre ou de chercher des solutions. Les addictions, addiction à la pornographie, c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Quelques problématiques liées à la sexualité. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau du couple, mais ça peut être aussi au niveau individuel. Mhm. Des problèmes, des personnes qui recherchent à mieux se connaître, Mhm. qui cherchent un peu à avancer, à évoluer et qui ont besoin voilà, de quelqu'un qui les accompagne à ce niveau-là. Quel que soit. Vous voyez, ce n'est pas une problématique particulière, c'est plus un objectif. C'est voilà, j'ai besoin de mieux me connaître ou de mieux me comprendre ou j'ai besoin d'aller mieux. Et voilà, après on travaille, on essaye de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est les problématiques, on va dire, qui reviennent le plus. Les personnes aussi qui ont subi soit des viols, soit des attouchements, ou des incestes. Mais ça c'est plus en thérapie individuelle. Mhm. Et voilà, D'accord. globalement. Ça fait pas mal. Euh, Oui, ça ok. fait pas mal, exactement. Quand vous écoutez tous ces problèmes euh, dans la journée, ça vous déprime pas un petit peu? Bah, après, alhamdoulilah, on est formé pour prendre du recul et de la distance. Donc, dans les formations sérieuses, on nous apprend à faire ça. C'est Comment pour vous ça que faites? je conseille aux gens de se former, de pas se lancer comme ça, parce que sinon, ils tiennent pas, en fait. Mhm. Ils peuvent pas tenir et ils n'auront pas mis en place des protocoles leur permettant de se préserver et de se protéger, justement pour durer et pour mieux accompagner. Donc, alhamdoulilah, on est formé et on arrive à prendre de la distance et du recul. Après, on reste quand même avec formation, même avec des protocoles, même avec des outils. On reste des humains, ça reste des humains, donc parfois ça peut nous affecter. Mais c'est pour cette raison au fur et à mesure des années, ben, j'ai réduit de plus en plus mes consultations, mes créneaux de consultation, de manière à ce que je ne sois pas saturé, en fait. Même avec des outils et du recul, si vous en faites trop, vous ne tenez pas. C'est pas possible. Donc, c'est très fatigant, c'est très énergivore, c'est épuisant. Et même avec des outils et du recul, ça a quand même un peu d'impact. Et c'est pas juste le fait d'entendre que des mauvaises histoires ou des mauvaises nouvelles ou des histoires tristes ou difficiles, c'est le travail en lui-même qui est comme ça. Mhm. C'est-à-dire que il arrive qu'on ait des patients merveilleux dans le sens où où il n'y a rien de grave, on peut rigoler en séance et ça peut même vous donner de l'énergie, vous voyez. Et vous vous dites c'est super, mais en fait, mais même ça, c'est fatigant parce que vous avez quand même travaillé. Vous voyez, le fait d'écouter consciencieusement, attentivement, en fait, tout ce qui se dit, d'essayer d'analyser un peu comment la personne parle, comment elle bouge, etc. D'essayer de comprendre un peu tout ce qui se joue et tout ce qui se joue dans une séance demande beaucoup de concentration et donc beaucoup d'énergie. D'accord. Même quand ça se passe entre guillemets bien et que c'est agréable, c'est quand même énergivore. Donc c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. C'est vraiment assez prenant. Est-ce Mais qu'il y a après, il faut prendre du recul, quoi. quelque chose des choses qui vous ont particulièrement surpris au fil de votre pratique? Surpris, oui, j'ai été surpris plusieurs fois.
Alors, il y a plein d'histoires qui m'ont surprise, mais là, comme ça, il n'y en a pas énormément qui me viennent. Il y en a une qui me vient là. Je me souviens d'un jeune homme qui, euh, qui avait consulté et euh, qui avait consulté parce que il estimait qu'il venait de faire quelque chose de très grave, de gravissime, limite impardonnable. Et quand il se présente et qu'il me parle, je m'attendais à ce qu'il me dise qu'il a trompé sa femme, quoi, comme le truc que j'entends assez régulièrement. Et en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est juste qu'il a vu une femme sur un catalogue dans son travail, en fait. D'accord. Euh, et alors, au niveau de la psychothérapie, il y a un accompagnement à faire, parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Mhm. Mais lui, il était quand même très religieux, il mettait en avant la religion, etc. Mais au niveau religieux, on se rend compte qu'il y a quand même certains petits décalages. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était quand même assez surprenant de voir qu'une personne puisse considérer le fait de juste de voir le visage d'une femme comme étant, euh, comme étant un énorme péché pour lui, en fait. Religieusement, ça se rapprocherait de la piété. Mhm. Au niveau psychothérapeutique, il y a un autre travail à faire. Vous voyez, et après, c'est le fait de lier ces deux choses-là qui sont pas toujours très simples. Après, au niveau des surprises, alors ça peut être des couples des personnes, dans des couples ou dans des relations de famille, des personnes qui font des choses vraiment extraordinaires, merveilleuses, mais qui ne s'en rendent pas forcément totalement compte. Et ça arrive très souvent, en fait. Et c'est pour ça que ça me surprend plus tant que ça aujourd'hui. Mais Est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail? Je n'ai pas très bien compris. alors, il y a beaucoup de gens qui viennent en ayant une mauvaise image d'eux-mêmes, une mauvaise D'accord. estime d'eux-mêmes, D'accord. euh, pas trop confiance en eux, etc. Et ils viennent un peu tête baissée en se disant, voilà, je suis pas quelqu'un de terrible et voilà, j'ai beaucoup de boulot, en gros. Mhm. Et mais en fait, au fur et à mesure que ces personnes-là vous racontent un peu leur quotidien, leur vie, etc., bah, vous vous rendez compte que en fait, c'est des personnes extraordinaires Oui, oui, d'accord. qui peuvent faire des choses, qui peuvent avoir soit des comportements impressionnants au niveau de la patience, au niveau de leur amour, au niveau de leur empathie, au niveau de l'affection qu'ils peuvent avoir, ou de la gentillesse qui peut les caractériser, ou le fait d'endurer des épreuves très dures, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont assez endurants sur ces épreuves. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Au début, c'est des choses qui me surprenaient, en fait. Mhm. Aujourd'hui, moins. Euh, après, euh, après le lien relationnel, il est toujours quand même assez fort à analyser. C'est pour ça que j'avais fait une formation justement sur les liens de l'attachement, une formation en ligne que je proposais, parce que ça me semblait essentiel d'apprendre et de connaître en fait les liens d'attachement, les profils d'attachement qui peuvent être les nôtres. Parce que très tôt, en fait, à partir de la grossesse en réalité, mais même dès la naissance, selon la relation qu'il y a entre l'enfant et la mère, ça va énormément influencer le profil qu'il va avoir au niveau de l'attachement et donc son caractère par la suite et surtout sur le profil amoureux qu'il va avoir. Et le fait d'étudier ça, c'est toujours assez, je ne veux pas dire surprenant parce que ça ne l'est plus aujourd'hui, mais assez impressionnant euh, d'analyser ça chez les adultes en fait. Mhm. Vous voyez, de voir un peu les différents types de profils relationnels qu'on peut avoir et de ne pas s'arrêter en fait à ce qui est apparent, de ne pas s'arrêter à ce qu'on nous amène en fait. C'est toujours de gratter, de voir ce qu'il y a derrière et souvent c'est ce qu'il y a derrière qui est le plus grand. Mhm. Alors, c'est pas forcément positif, hein, ça peut être, ça peut être aussi des choses qui sont pas forcément agréables, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ne pas se laisser surprendre par tout le côté apparent ou tout ce qu'on vous présente. Ouais. Et donc, au fur et à mesure des années, ben, avec un peu de bouteille, ben, vous prenez un peu beaucoup de recul et même si vous avez été surpris à plusieurs reprises, c'est pas forcément des mauvaises surprises d'ailleurs, c'est pas forcément mauvais d'être surpris, mais ce que je veux dire, c'est que ça vous apprend à mieux accompagner aussi les gens. Et donc à mieux connaître l'humain dans le fait que l'humain est vraiment très très complexe et donc on le connaît pas totalement. En général, les gens, quand peuvent avoir des problèmes, ils vont peut-être voir des imams, la famille Et la famille, oui, et les amis aussi. Euh, oui. je ne sais pas vraiment si c'est le cas, mais est-ce que je pense que la plupart que beaucoup de retours qui sont donnés est de conseiller à la personne d'être plus patiente, de lire plus de Coran, de faire plus de doigts. Je parle des musulmans là. Mhm, mhm.
Est-ce que tu penses que ça, c'est pas contre-productif parfois? Alors, en fait, ce qui est contre-productif, c'est le fait de ne pas s'adapter à la personne qui est en face de soi. C'est pas tant le conseil qui est donné. Parce que dire à quelqu'un de patienter ou dire à quelqu'un de lire du Coran et de faire des du'as, au fond, c'est pertinent. Le problème, c'est que si on ne s'est pas adapté à la personne qui est en face de nous, juste lui dire comme ça peut être contre-productif. Mhm. Dans le sens où, en tant que musulman, on peut voir que dans le Coran, il y a des solutions et des remèdes à beaucoup de problématiques. Oui. Mais comme les médicaments, vous ne prenez pas n'importe quel médicament quand vous n'allez pas bien. Et vous ne les prenez pas n'importe comment. Vous voyez? Donc, l'exemple de la patience, il faut que tu patientes. Il y a des gens à qui ça les rend dingues d'entendre ça. Vous Mhm. voyez? Parce que quand ils entendent ça, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas été entendus eux-mêmes déjà. Vous voyez, ils avaient besoin de se vider. Patient, en gros, c'est comme si on lui dit tais-toi, ferme-la et va dans ton coin, en fait. Pour Mhm. certaines personnes, j'entends. Donc, quand ils entendent ça, ça les rend encore plus frustrés ou plus dingues ou encore plus mal, etc. D'autres comprennent mal ce que signifie patienter. Et même ceux qui donnent ce conseil, d'ailleurs, des fois, ils le comprennent mal. Parce que quand on dit de patienter, qu'est-ce que ça signifie au fond? Et Mhm. comme on le comprend mal et qu'on a une mauvaise définition de la patience, ben en fait, le conseil, il est malvenu. Pour la plupart des gens, patienter, c'est supporter, en fait. C'est prends sur toi, supporte et il n'y a rien à faire. La patience au niveau coranique, c'est pas ça. Vous voyez, quand vous prenez le mot sabr dans le Coran et toutes les références au sabr qu'il y a dans le Coran, il y a déjà le fait que ceux qui en font partie, ceux les sabirin, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle comme étant des gens euh, comme un haut niveau. Et la récompense, elle est immense. Est-ce que quelqu'un qui fait rien et qui attend que ça passe, est-ce que ça a une valeur ce qu'il fait? Donc, si j'ai un rendez-vous avec vous et que je vous dis on a rendez-vous, je ne sais pas moi, à 13h, et que je vous fais attendre jusqu'à 13h10. Techniquement, vous avez fait preuve de patience. Vous m'avez attendu pendant 10 minutes. Est-ce que c'était extraordinaire d'attendre pendant 10 minutes sur votre fauteuil ou votre canapé? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas extraordinaire. Et c'est pour ça que, coraniquement, le mot sabre, c'est plus le fait d'endurer, le fait de patienter dans l'endurance. C'est-à-dire qu'il y a une adversité, il y a une difficulté qu'il faut que je prenne en compte, qui est difficile, il faut que je la reconnaisse et que les autres la reconnaissent aussi. Et je continue à avancer malgré cette difficulté. Et selon la difficulté, ben, je ne vais pas avancer de la même manière. Et là, j'aurais peut-être besoin de conseils, d'outils pour mieux avancer au niveau de ma difficulté. Mais Mhm. si on me dit juste patiente, ben, non seulement on n'entend pas ma demande, on ne reconnaît pas ma difficulté, et on ne me donne pas de conseils concrets sur comment faire face à cette difficulté. Mhm. C'est la Je le perçois plus comme un jugement ou comme ben, faut que tu prennes sur toi et voilà, quoi. c'est Alors là, que c'est pas ça. c'est là Oui. qu'une mauvaise oreille, ça peut être vraiment destructeur pour la personne qui. Oui, oui, malheureusement, et c'est pour ça que quand vous me disiez, comme vous disiez, la plupart des gens vont voir soit l'imam ou soit la famille ou les amis. Bon, maintenant, ils vont plus voir Internet qu'autre chose. Et donc, ils vont avoir comme réponse potentielle, ben, tout le monde est n'importe qui. Et tout le monde est n'importe qui n'est pas au même niveau. Euh, Déjà, que quand aller voir l'imam, ça dépend de quel type d'imam, parce qu'il y a plein d'imams différents. Et les imams aussi, on leur demande aussi beaucoup de choses. On leur demande d'être spécialistes dans beaucoup de domaines, ce qui est très compliqué pour eux à la fin. Euh, mais il faut, comme vous le dites, avoir quelqu'un qui a une oreille, qui peut écouter, entendre ce qui est dit au fond ou ce qui est dit en cachette, ou ce qui est caché dans ce qui est dit pour être plus précis, et aussi qui fait preuve un minimum ou un maximum de sagesse. Mhm. D'où la différence entre un imam éducateur et un imam standard. Vous voyez, un éducateur, il va pouvoir entendre et apporter une sagesse à la personne. Un imam standard, il va répondre aux questions qu'on lui demande. Et voilà, ça s'arrête là. Il ne faut pas lui en demander plus parce que c'est déjà beaucoup. Mais on ne Mhm. peut pas lui demander d'être psy, d'être ceci, d'être cela, etc. Et la famille, pareil. Vous pouvez aimer énormément une personne et pas forcément être de bons conseils pour cette personne. Donc après, ça ne signifie pas qu'il faut plus conseiller les gens et plus. Non, c'est d'être à leur écoute d'abord. Mhm. Toute personne peut essayer d'être à l'écoute de l'autre et essayer de juste entendre et permettre à l'autre de parler peut faire du bien à la personne qui vient vous voir. Et après, si vous avez un conseil sage à lui proposer, tant mieux. Si vous n'en avez pas, le fait de l'avoir écouté, c'était déjà immense, c'est déjà très bien. Et après, vous pouvez lui conseiller d'aller voir quelqu'un d'autre, d'aller voir un spécialiste ou un professionnel ou un imam qui peut conseiller, etc., etc. Ou un petit, et ainsi de suite. Mais,
Mais vous voyez, lis le Coran et patiente et fais des duas. Oui, quand on comprend ce que c'est la patience coranique, quand on comprend ce qu'est le Coran et quand on comprend l'importance de la dua et les effets de la dua, c'est en or. Mais quand on ne comprend pas ce que c'est, quand on les place comme ça n'importe quand, ben, ça peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Comme dans tout, prenez les livres religieux qui parlent de religion, etc. Il y a des livres qu'il ne faut pas mettre entre les mains, parce que ça va être selon le niveau de la personne. Oui. Quelqu'un qui débute, vous n'allez pas lui donner un livre d'expert ou de spécialiste, etc. Sinon, vous allez plus la détruire qu'autre chose, cette personne. C'est clair. Vous voyez, et c'est pareil pour le conseil. Donc, les conseils un peu tout faits, parce qu'ils ont une odeur religieuse ou parce qu'on rajoute un verset ou un hadith, c'est mignon, c'est beau, mais malheureusement, parfois, on peut faire plus de dégâts qu'autre chose. Oui. On arrive à la fin de ce podcast. Juste pour terminer, on va faire quelques petites questions. Quels sont vos projets du coup pour l'avenir? Vous parlez d'un doctorat. Quels sont vos projets? Alors, je vais consulter de moins en moins. Ça, je l'ai annoncé il y a quelques jours auprès de mon public, que je vais consulter de moins en moins par souci de santé surtout, parce que justement, ça c'est pas toujours simple. Je vais faire de plus en plus de formations en ligne. J'en ai fait déjà quand même pas mal, mais j'en ferai encore davantage. Donc là, Comment ? Je mettrai le lien en description. Ah, c'est gentil. Donc là, le prochain... J'ai fait une formation, par exemple, sur la préparation et la gestion du mariage, une autre sur justement les liens d'attachement et relationnels chez l'enfant et chez l'adulte dans ses relations amoureuses, une grosse formation sur la gestion des conflits, comment gérer les conflits, comment mieux communiquer, gérer les émotions, etc. Donc, selon en fait toutes les demandes qu'on me fait qui reviennent le plus, j'essaie d'axer en fait des formations qui répondent au plus grand nombre, de manière à ce que même si moi je me rends moins disponible au niveau des consultations, que je puisse proposer du contenu qui va répondre au maximum de gens qui font appel à moi ou au maximum de demandes que je reçois. Donc, dans l'année, si tout se passe bien, il y a une formation sur l'addiction et à la pornographie qui devrait sortir. Il devrait sortir aussi très prochainement, là, peut-être début février, un programme d'accompagnement qui ressemblerait justement à... Alors, j'aime pas le terme de coaching, mais ça y ressemble un peu. Donc, c'est plus, voilà, ça ressemble à du coaching, à du développement spirituel. Donc, on va travailler sur des axes comme l'estime de soi, la confiance, etc., mais toujours en le liant au spirituel. Donc, il y aura des cours un peu spirituels, religieux, et des conseils généraux, quoi, psycho, tout en proposant des lives aux gens qui seront inscrits pour parler avec eux, voir un peu leurs problématiques, répondre à leurs questions. Donc ça va être les projets imminents. Un deuxième bouquin qui devrait sortir aussi prochainement, Inch'Allah. Un troisième qui est en préparation. Si j'arrive à le sortir dans l'année, ce serait super. Quoi d'autre ? Le doctorat que je travaille en parallèle et donc mes recherches qui sont liées à ce doctorat et qui sont liées globalement à des recherches que j'ai envie de mener et qui vont me demander encore beaucoup d'années. Donc voilà plus ou moins les projets que j'ai pour le moment. D'accord, super. Donc les formations, quelques bouquins, mais surtout les formations en ligne et les accompagnements en ligne et les recherches en parallèle. Votre bouquin, les liens des formations, vous écrivez toujours, juste un peu moins, mais vous écrivez toujours. Oui, j'exerce toujours. C'est toujours possible de prendre des rendez-vous. C'est toujours aussi compliqué qu'avant, mais parce qu'il y a peu de disponibilité. Mais quand les gens annulent ou quand leur rendez-vous s'annule, les créneaux se libèrent et donc il y a toujours des rendez-vous qui peuvent être disponibles. Je consulte que à distance, par contre, c'est que par Skype ou par téléphone. Ouais, c'est pratique. Est-ce que vous avez Oui. un livre ou une référence à conseiller qui vous ont particulièrement marqué ou été dans votre parcours? Alors, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, mais pareil ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un livre que je conseille, mais je peux pas le conseiller à tout le monde non plus, parce que je pense pas que tout le monde peut le lire comme ça tout de suite. Mais on va dire le livre qui m'a le plus marqué après le Coran, c'est un livre qui s'appelle Les Sentiers des Itinérants d'Ibn Qayyim al-Jawziyya. Mais vous voyez, pareil, c'est le livre qui explique en fait un autre livre à la base, donc il est fait pour être un peu plus, pour être entre guillemets vulgarisé et accessible aux gens, mais il n'est pas accessible à tous. Il est parfois technique, il est parfois compliqué, il faut parfois certains bagages pour pouvoir comprendre certaines notions ou certaines choses qu'il amène. Mais pour ceux qui ont ce bagage-là ou qui s'y intéressent, c'est une vraie merveille ce livre.
Après vraiment, je ne conseille pas forcément à tout le monde. Et quelqu'un qui n'aime pas trop lire ou qui n'a pas beaucoup de bagages, qui patiente et qui peut-être d'autres choses qui pourraient lui plaire et leur plaire et les intéresser avant d'entrer dans ce livre-là. Peut-être un livre en psychologie un peu plus vulgarisé ou facile à comprendre. Ça a coupé? Oui, vous m'entendez? Oui, là je vous entends. Je disais un livre peut-être dans le domaine de la psychologie, un peu vulgarisé, facile à comprendre. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais vous conseiller peut-être 2 livres. Un livre qui est en psycho, l'autre qui n'est pas du tout psycho. Le livre psycho, c'est Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es, de Marc Pistorio. C'est un livre qui parle du lien d'attachement, en fait, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un très, très beau livre dans le sens où il est très facile à lire. Il y a beaucoup de contenu dedans. C'est vraiment un livre très riche et qui est pour moi vraiment important à lire. Donc, que ce soit la formation à faire ou le livre ou ce type de livre à lire, c'est vraiment pour moi très, très important que les gens connaissent leur profil relationnel, que ce soit déjà pour eux-mêmes, pour mieux comprendre leurs relations ou leurs futures relations, leurs choix futurs et surtout dans l'éducation dont ils vont pouvoir être responsables. Donc ce livre-là, je peux le conseiller sans souci. Après, il y a un autre livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas un livre de psycho. C'est Les Aventures de Télémaque. Alors, Les Aventures de Télémaque, c'est un livre qui a été écrit par Fénélon, ou Fénelon, selon comment on le prononce. C'était un archevêque français à l'époque de Louis XIV. C'était l'éducateur du duc de Bourgogne, qui était le dauphin du roi, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il préparait le duc de Bourgogne à être roi de France. Et pour le préparer à être roi de France, il a écrit un livre qui s'appelle donc Les Aventures de Télémaque, où il reprend donc l'histoire de Télémaque avec Ulysse. Et donc Télémaque qui va à la recherche de son père, etc., et qui va vivre plein d'aventures. Mais sous le prisme de ces aventures, il va montrer comment justement gouverner de la meilleure manière possible. Mais ce qui m'a beaucoup plu dans le livre, il y a énormément de sagesse et beaucoup d'éducatif. Et il l'a écrit d'une manière à éduquer et à préparer quelqu'un. Et je pense que c'est un livre qui peut se lire même pour les plus jeunes, pour les ados, pour les gens qui terminent un peu, qui rentrent un peu à la fac ou même un peu avant. C'est un livre qui est agréable à lire, moi qui m'a plu, qui se lit facilement dans un ancien français qui est très beau et où on apprend aussi pas mal de choses intéressantes. D'accord, bah super. Écoutez, je mettrai tout ça en description. Je pense que ça Ça fera. marche. Et voilà, du coup, bah, je mettrai vos contacts, votre site internet, vos formations et les références du livre. Barakallahu fik. Je vous remercie beaucoup et Je vous en prie. une bonne continuation à l'avenir, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, dans vos projets et qui facilite à tous ceux qui pourraient écouter vos audios, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouvel invité.